considéré comme substitut de l'instance parentale. Quand on connaît le malheur, cela signifie qu'on n'est plus aimé par cette puissance suprême et que, menacé par cette perte d'amour, on s'incline de nouveau devant la représentance parentale dans le surmoi, elle que tout le bonheur on prétendait négliger. Elle que dans le bonheur on prétendait négliger. Cela devient particulièrement net quand, dans un sens strictement religieux, on ne reconnaît dans le destin que l'expression de la volonté divine. Le peuple d'Israël s'était pris pour l'enfant préféré de Dieu, et quand le Père, dans sa grandeur, fit fondre malheur après malheur sur ce peuple qui était le sien, celui-ci ne fut pourtant pas désorienté dans cette relation, ni ne douta de la puissance et de la justice de Dieu, mais il engendra les prophètes qui lui reprochèrent son état de péché et créa à partir de sa conscience de culpabilité les préceptes extrêmement sévères de sa religion de prêtre. Quelle remarquable différence avec le comportement du primitif. Quand il a connu le malheur, il n'en attribue pas la faute à lui-même, mais au fétiche qui manifestement n'a pas fait son devoir, et il le roue de coups au lieu de se punir lui-même. Nous connaissons donc deux origines au sentiment de culpabilité, celle tirée de l'angoisse devant l'autorité et celle ultérieure tirée de l'angoisse devant le surmoi. Le premier sentiment de culpabilité contraint à renoncer aux satisfactions pulsionnelles, l'autre pousse en outre à la punition, étant donné qu'on ne peut cacher au surmoi la persistance des souhaits interdits. Nous avons vu aussi comment on peut comprendre la sévérité du surmoi, donc l'exigence de la conscience morale. Elle prolonge simplement la sévérité de l'autorité externe qui est par elle reliée et en partie remplacée. Nous voyons maintenant dans quelle relation à la conscience de culpabilité se trouve le renoncement pulsionnel. À l'origine, le renoncement pulsionnel est en effet la conséquence de l'angoisse devant l'autorité externe. On renonce aux satisfactions pour ne pas perdre son amour. Si l'on a accompli ce renoncement, on est pour ainsi dire quitte envers elle. Il ne devrait subsister aucun sentiment de culpabilité. Il en va autrement dans le cas de l'angoisse devant le surmoi. Ici, le renoncement pulsionnel n'est pas un recours suffisant, car le souhait persiste et ne se laisse pas dissimuler au surmoi. Malgré le renoncement effectué, un sentiment de culpabilité surviendra donc, et c'est là un grand inconvénient économique de l'instauration du surmoi, autrement dit, de la formation de la conscience morale. Le renoncement pulsionnel n'a plus alors d'effet pleinement libératoire. L'abstinence vertueuse n'est plus récompensée par la garantie de l'amour. Contre un malheur externe menaçant, perte d'amour et punition de la part de l'autorité externe, on a échangé un malheur interne perdurant la tension de la conscience de culpabilité. Ces rapports sont tellement intriqués et en même temps tellement importants que j'aimerais, malgré les dangers de la répétition, les aborder par un autre côté encore. La succession dans le temps serait donc la suivante. Tout d'abord, renoncement pulsionnel consécutif à l'angoisse devant l'agression de l'autorité externe. C'est à cela qu'aboutit en effet l'angoisse devant la perte d'amour, l'amour protégeant contre cette agression de la punition. Puis érection de l'autorité interne, renoncement pulsionnel, consécutif à l'angoisse, devant elle, angoisse de conscience morale. Dans le second cas, équivalence de l'acte mauvais et de l'intention mauvaise, d'où conscience de culpabilité, besoin de punition. L'agression de la conscience morale conserve l'agression de l'autorité. Jusqu'ici, les choses se sont certes clarifiées, mais où y a-t-il encore place pour le renforcement de la conscience morale sous l'influence du malheur, du renoncement imposé de l'extérieur, pour la sévérité extraordinaire de la conscience morale chez les meilleurs et les plus dociles? Nous avons déjà expliqué les deux particularités de la conscience morale, mais nous avons vraisemblablement gardé l'impression que ces explications ne vont pas jusqu'au fond des choses, qu'elles laissent un reste inexpliqué. Et là intervient enfin une idée qui est tout à fait propre à la psychanalyse et étrangère au mode de pensée habituel des hommes. Elle est de nature à nous faire comprendre pourquoi ce sujet devait nécessairement apparaître si confus et opaque. Elle dit en effet, au début, la conscience morale, plus exactement l'angoisse qui devient plus tard conscience morale, est certes cause du renoncement pulsionnel, mais plus tard, le rapport s'inverse. Tout renoncement pulsionnel devient alors une source dynamique
de la conscience morale. Tout nouveau renoncement en accroît la sévérité et l'intolérance. Et si seulement nous pouvions mieux mettre cela en accord avec la genèse de la conscience morale, telle que nous la connaissons, nous serions tentés de professer cette thèse paradoxale. La conscience morale est la conséquence du renoncement pulsionnel, ou le renoncement pulsionnel qui nous est imposé de l'extérieur crée la conscience morale, laquelle exige ensuite un nouveau renoncement pulsionnel. À vrai dire, la contradiction de cette thèse avec la genèse de la conscience morale déjà exposée n'est pas si grande, et nous voyons une voie pour la réduire encore. Prenons, afin de faciliter la présentation, l'exemple de la pulsion d'agression, et faisons l'hypothèse que dans ces conditions, il s'agit toujours de renoncement à l'agression. Ce ne sera naturellement qu'une hypothèse provisoire. L'effet du renoncement pulsionnaire sur la conscience morale se produit alors de façon telle que toute part d'agression que nous nous abstenons de satisfaire est reprise par le surmoi et accroît l'agression de ce dernier contre le moi. Cela ne s'accorde pas bien avec le fait que l'agression originelle de la conscience morale est le prolongement de la sévérité et de l'autorité externe et n'a donc rien à voir avec le renoncement. Mais nous faisons disparaître ce désaccord si pour ce premier équipement du surmoi en agression, nous faisons l'hypothèse d'une autre dérivation contre l'autorité qui empêche l'enfant d'accéder aux premières satisfactions, lesquelles sont aussi par ailleurs les plus significatives. Il s'est forcément développé chez lui un degré considérable de penchant à l'agression, quelle que soit l'espèce de pulsion sur laquelle portent les renonciations exigées. Poussé par la nécessité, l'enfant a dû renoncer à la satisfaction de cette agression vindicative. Il se sort de cette situation économique difficile par le moyen de mécanismes connus, en accueillant en lui par identification cette autorité inattaquable, laquelle dès lors devient le surmoi et entre en possession de toute cette agression qu'enfant aurait aimé exercer contre elle. Le moi de l'enfant doit se contenter du triste rôle de l'autorité ainsi rabaissée, celui du père. C'est une inversion de la situation comme cela est si fréquent. Si j'étais le père et toi l'enfant, je te traiterais mal. La relation entre surmoi et moi est le retour déformé par le souhait des relations réelles entre le moi encore individu et un objet externe. Cela aussi est typique, et la différence essentielle est que la sévérité originelle du surmoi n'est pas ou pas tellement celle qu'on a connue de lui ou qu'on lui impute, mais bien celle qui représente notre propre agression contre lui. Si cela est exact, on peut effectivement affirmer que la conscience morale apparaît au début par la répression d'une agression et qu'elle se renforce dans la suite par de nouvelles répressions analogues. Des deux conceptions, laquelle a donc raison? La première qui nous apparaissait génétiquement si inattaquable, ou la nouvelle qui parfait la théorie d'une façon si bienvenue? Manifestement, et même d'après le témoignage de l'observation directe, les deux sont justifiées. Elles ne sont pas antagonistes et se rencontrent même sur un point, car l'agression vindicative de l'enfant sera en même temps déterminée par le degré d'agression punitive qu'il attend du père. Mais l'expérience enseigne que la sévérité du surmoi que développe un enfant ne reproduit nullement la sévérité du traitement qu'il a lui-même connu, comme cela a été relevé avec justesse par Melanie Klein et d'autres auteurs anglais. La première apparaît comme indépendante de la seconde. Un enfant qui a été éduqué avec beaucoup de douceur pourra avoir une conscience morale très sévère. Par ailleurs, il serait parfois pourtant inexact de vouloir exagérer cette indépendance. Il n'est pas difficile de se convaincre que la sévérité de l'éducation exerce aussi une forte influence sur la formation du surmoi enfantin. Cela revient à dire que dans la formation du surmoi et l'apparition de la conscience morale agissent conjointement des facteurs constitutionnels, congénitaux et des influences du milieu, de l'environnement réel, et cela n'en est en rien déconcertant, mais bien la condition étiologique générale sur tous les processus de cette sorte. On peut dire aussi que lorsque l'enfant réagit au premier grand refusement pulsionnel avec une agression excessivement forte et une sévérité correspondante du surmoi, il suit ainsi un modèle phylogénétique et passe outre à la réaction justifiée dans l'actuel, car le père des temps préhistoriques était assurément terrible et on était en droit de lui imputer le plus extrême degré d'agression.
Les différences entre les deux conceptions de la genèse de la conscience morale s'amoindrissent donc encore davantage quand on passe de l'histoire du développement individuel à celle du développement phylogénétique. En revanche, il se rencontre une nouvelle différence significative dans ces deux processus. Nous ne pouvons pas échapper à l'hypothèse que le sentiment de culpabilité de l'humanité est issu du complexe d'Oedipe et fut acquis lors de la mise à mort du père par l'union des frères. Il y eut en ces temps-là une agression qui ne fut pas réprimée mais exécutée. Cette même agression, dont la répression chez l'enfant est censée être la source du sentiment de culpabilité. Dès lors, je ne m'étonnerai pas qu'un lecteur s'exclamât avec irritation. Il est donc tout à fait indifférent qu'on fasse mourir le père ou non. Dans tous les cas, on aura un sentiment de culpabilité. On peut ici se permettre quelques doutes. Ou bien il est faux que le sentiment de culpabilité provienne d'agressions réprimées, ou bien toute l'histoire de la mise à mort du père est un roman, et les enfants de l'homme originaire n'ont pas fait mourir leur père plus fréquemment qu'ils ne le sont habituellement ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, si ce n'est pas un roman, mais une page d'histoire plausible, on se trouverait face à un cas où advient ce à quoi tout le monde s'attend, c'est-à-dire se sentir coupable parce qu'on a effectivement fait ce qui ne peut se justifier. Et pour ce cas, qui se produit d'ailleurs tous les jours, la psychanalyse nous reste redevable de l'explication. C'est vrai, et cela doit être rattrapé. Ce n'est pas non plus un mystère particulier. Quand on a un sentiment de culpabilité, après avoir et pour avoir commis un crime, on devrait plutôt nommer ce sentiment remords. Il se rapporte seulement à un acte, présupposant naturellement qu'une conscience morale, la propension à se sentir coupable, existait déjà avant l'acte. Un tel remords ne saurait donc en rien nous aider à trouver l'origine de la conscience morale et du sentiment de culpabilité. Le déroulement de ces cas de tous les jours est habituellement celui-ci. Un besoin impulsionnel a acquis la force d'imposer sa satisfaction contre la conscience morale, malgré tout limitée dans sa force et avec l'affaiblissement naturel du besoin, entraîné par sa satisfaction, le rapport de force antérieur est réinstauré. La psychanalyse fait donc bien d'exclure de ces discussions le cas du sentiment de culpabilité par remords, si fréquemment qu'il survienne et si grande qu'il soit sa significativité pratique. Mais si le sentiment de culpabilité humain remonte à la mise à mort du père originaire, c'était bel et bien un cas de remords. Et ne faut-il pas, dans ce temps-là, comme il est présupposé, conscience morale et sentiment de culpabilité aient existé avant l'acte? D'où provient en ce cas le remords? Assurément, ce cas doit élucider pour nous le mystère du sentiment de culpabilité, mettant fin à nos embarras. Et j'estime que c'est bien ce qu'il fait. Ce remords était le résultat de la toute première ambivalence de sentiment envers le père. Les fils le haïssaient, mais il aimait aussi. Une fois la haine satisfaite par l'agression, l'amour se fit jour dans le remords de l'acte, érigea le surmoi par identification avec le père, lui donna la puissance du père comme par punition de l'acte d'agression perpétré contre lui, créa les restrictions qui devaient empêcher une répétition de l'acte. Et comme le penchant à l'agression envers le père se répéta dans les générations suivantes, le sentiment de culpabilité persista aussi et se renforça de nouveau par chaque agression réprimée et transférée en surmoi. Voilà donc, à mon avis, que nous appréhendons enfin deux choses en pleine clarté: la part de l'amour dans l'apparition de la conscience morale et l'inévitabilité fatale du sentiment de culpabilité. Qu'on ait mis à mort le père ou qu'on se soit abstenu de l'acte, cela n'est vraiment pas décisif. Dans les deux cas, on ne peut que se trouver coupable, car le sentiment de culpabilité est l'expression du conflit d'ambivalence, du combat éternel entre l'éros et la pulsion de destruction ou de mort. Ce conflit est attisé dès que la tâche de vivre en commun est assignée aux hommes. Aussi longtemps que cette communauté ne connaît que la forme de la famille, et ce conflit doit nécessairement se manifester dans le complexe d'Oedipe, instituer la conscience morale, créer le premier sentiment de culpabilité. Si un élargissement de cette communauté est tenté, le même conflit se prolonge et se renforce dans des formes qui sont dépendantes du passé, et il a pour conséquence un nouvel accroissement du sentiment de culpabilité.
Comme la culture obéit à une impulsion érotique intérieure qui lui ordonne de réunir les hommes en une masse intimement liée, elle ne peut atteindre ce but que par la voie d'un renforcement toujours croissant du sentiment de culpabilité. Ce qui fut commencé avec le père s'achève avec la masse. Si la culture est le parcours de développement nécessaire menant de la famille à l'humanité, alors est indissolublement lié à elle comme conséquence du conflit d'ambivalence inné, comme conséquence de l'éternel désaccord entre amour et tendance à la mort, l'accroissement du sentiment de culpabilité porté peut-être à des hauteurs que l'individu trouve difficilement supportables. On se souvient de l'accusation saisissante du grand poète contre les puissances célestes. Vous nous introduisez dans la vie, vous faites que le malheureux devienne coupable, puis vous l'abandonnez au tourment, car toute coulpe se venge sur la terre. Goethe, chant du harpiste dans Wilhelm Meister. Et l'on peut bien pousser un soupir quand on reconnaît qu'il est donné à tel ou tel être humain de faire surgir du tourbillon de leurs propres sentiments, à vrai dire sans peine, les vues les plus pénétrantes vers lesquelles nous avons à nous frayer le chemin, en nous tourmentant dans l'incertitude et en tâtonnant sans répit.